Alors, la partie artistique de cette émission, Les Insoumis de l'art moderne, une exposition qui était au musée Menjinski, dans le 15e arrondissement, Square Vergène, qu'on a mis un peu de temps à aller voir. Et effectivement, quand on est arrivé, il restait 2 jours d'exposition. Et malheureusement pour nous, ce musée va fermer pour raisons budgétaires, il fait faillite. Et les gens à l'accueil n'ont pas voulu nous laisser rentrer avec nos cartes de presse. Il y avait un tarif unique à 9 euros. Et ça nous a un petit peu décontenancés. Et on s'est dit que non, tant pis, on ne rentrerait pas, quoi. Parce que le musée était déjà amené à être fermé. Donc c'était un petit peu dommage qu'ils ne laissent pas rentrer les gens comme ça, quoi. Mais ça nous a quand même donné envie, une fois rentrés, de fouiller un petit peu sur ce qu'était ce musée et cette exposition qui avait l'air quand même... très, très bien, enfin, qui nous attirait. Donc, on a quand même décidé de faire notre émission sur ce musée et tout ce qu'il y avait un petit peu autour et sur cette exposition. Ouais. Alors, le musée Menjinski, en fait, c'est l'histoire d'un musée privé qui a ouvert ses portes en avril 2014 au fond d'une impasse dans le 15e arrondissement et qui, malheureusement, les referme définitivement en décembre 2016, faute de subsides suffisants. Alors, il est situé dans un bâtiment de 1932, qui est un ancien atelier d'artistes. C'était l'atelier du maître verrier Barillet. Donc, sur la façade, sur la partie droite, on peut voir un important vitrail vertical, monochrome, et qui marque derrière l'escalier en façade. Et ce vitrail, en fait, décrit les activités de l'atelier. Donc, chacune d'entre elles est symbolisée par une ville emblématique. Dans la partie basse, il y a Chartres pour le vitrail, qui est personnifié par un souffleur de verre. Au-dessus, il y a Ravenne pour la mosaïque, qui est incarnée par l'impératrice Théodora, et Athènes et l'art occidental par la déesse Athéna. Donc ce long vitrail faisait office d'enseigne de cette maison atelier. Donc ce bâtiment, c'est un bâtiment qui a 4 étages, et à l'intérieur duquel se trouve aussi un immense vitrail sur la vie de Psyché. Et là, on a du vitrail, ce qu'on appelle du vitrail blanc, et sur la vie de Psyché, il y a quelques rehauts de couleurs. Donc c'est un musée qui a vu le jour à l'initiative de Serge Menjinski, qui est le fils de Maurice du même nom. Alors Maurice Menjinski est 1890-1951, est un peintre dont je parlerai un petit peu plus tard. Et donc Serge Menjinski a voulu proposer un accrochage des œuvres de son père et des peintres représentatifs des 2 écoles de Paris, afin de pouvoir conserver et mettre en valeur ces artistes qui ont quand même contribué à faire de Paris la capitale de l'art jusqu'à la fin des années 50. Donc il y a 2 écoles, ce musée représentait les 2 écoles de Paris. Donc il y a une première école de Paris qu'on peut situer entre 1912 et 1939. Donc ça désigne l'ensemble des artistes étrangers qui sont arrivés à Paris au début du XXe siècle et qui, à la recherche de débouchés artistiques. De 1900 au début de la Première Guerre mondiale, donc il y a un afflux d'artistes qui arrivent à Paris, qui viennent souvent d'Europe centrale et qui se fixent dans le quartier de Montparnasse. Nombreux sont aussi d'origine juive et donc ils viennent le plus souvent de Pologne, de Russie, d'Allemagne, de Tchécoslovaquie, de Roumanie, de Hongrie. Et à Paris, dès 1906, Maurice Menjinski est donc aux avant-postes de cette marche vers la capitale. Et ce mouvement ne va cesser de s'amplifier et de contribuer donc à créer un climat d'entraide et de solidarité entre les artistes qui cherchent à outrepasser la précarité de leur statut. Donc après l'accession d'Hitler au pouvoir en 1933, les peintres juifs délaissent leur pays, se réfugient à Paris. Et l'entre-deux-guerres voit notamment entrer André Lanskois ou Serge Poliakov dans ce cercle et vont après émerger des nouvelles tendances stylistiques qui vont être marquées par l'abstraction. Donc ça, c'est après plus la 2e école de Paris qui serait plutôt dans les années, donc on se situe dans les années 45-60. Et là, on trouve aussi bien des peintres figuratifs que des peintres abstraits qui travaillent à Paris à cette période et qui sont souvent soutenus par les galeries. Donc c'est plus un regroupement géographique que stylistique. Non, bien sûr, oui, non. Non, tu peux continuer. Ouais, non, mais si tu avais des choses à ajouter. J'ai des choses à dire, oui, mais ça peut attendre. D'accord. Donc après, je vais un petit peu parler de Maurice Menjinski, parce qu'on a découvert effectivement que ce musée s'appelait Maurice Menjinski, et on a voulu savoir un petit peu qui était ce peintre.
Donc lui, Maurice Menjinski, il arrive à 17 ans, il vient de sa Pologne natale, et il vient pour étudier, alors il vient d'une famille modeste, hein, et il arrive à Paris pour étudier à l'école des Beaux-Arts dans l'atelier de Cormon. Donc, il y en a pas mal qui sont allés dans l'atelier. Ouais. Donc il va aller intégrer la Ruche. D'ailleurs, tous ces artistes, souvent de la première école et qui vont être représentés dans ce musée, étaient des artistes qui vivaient à la Ruche. Et là, il va rencontrer des artistes comme Soutine, Chagall, Modigliani. Et puis peu après, il va découvrir également le sud de la France et sa lumière. Renoir l'invite dans sa maison et c'est là qu'il est subjugué quand même par la lumière du sud. Et dans ces toiles, c'est tout à fait reflété oui, magnifique. Enfin, bon. Donc après la guerre, 2 années d'immobilisation suite à des blessures, il retrouve Montparnasse. Là, il va rencontrer Alice Prin. Alors Alice Prin, c'est qui? C'est Kiki de Montparnasse, avec qui il va vivre 3 années dans la rue Perceval, une rue qui est aujourd'hui démolie. Donc Kiki le quitte pour Man Ray et Menjinski retourne vivre dans le sud de la France. Alors la même année, c'est le commissaire Zamaron, c'est un grand amateur d'art, on l'a évoqué plusieurs fois dans l'émission. Lui, il a un bureau à la préfecture de police et d'ailleurs son bureau est surnommé le musée Zamaron parce il achète plein d'œuvres d'art, c'est un grand collectionneur. Et ce commissaire Zamaron signe un contrat de 4 ans avec Menjinski pendant lesquels il lui achète 50% de sa production. Donc Menjinski aime bien peindre sur le motif quand il est sur la Côte d'Azur. C'est là qu'il rencontre sa future femme, qui sera également la mère de ses 2 fils, Serge et Claude. Donc Menjinski va vivre intensément tous les bouleversements politiques de l'époque et il va s'engager contre le régime nazi. C'est d'ailleurs l'un des organisateurs de la résistance dans les Alpes-Maritimes. Sa femme sera arrêtée, elle va être déportée pendant 5 années. Et son fils Claude, lui, sera arrêté par la Gestapo lors d'une opération de parachutage vers Nice. Il sera affreusement torturé et fusillé, ce qui va complètement bouleverser Maurice Menjinski. Alors, à la fin de la guerre, il retourne sur Paris. Il expose à la Galerie de l'Élysée et là, il consacre toute son énergie à la réalisation d'une série de dessins sur le ghetto de Varsovie, où sont morts ses parents, ses sœurs. Et comme il se remet pas de l'assassinat de son fils Claude, alors il est ami de Picasso et Picasso, en voyant ses dessins sur le ghetto de Varsovie, dira que c'est un chef-d'œuvre, une véritable symphonie de noir et blanc. Et ces dessins sont exposés au dernier étage de ce musée. Était exposé. Voilà, était exposé. Et Menjinski meurt en 1951 des suites d'un cancer de la langue. Donc c'est une vie d'épreuve quand même. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Ce sont ces gens d'Europe de l'Est, enfin ces Juifs en tout cas, qui en ont tellement pris plein la gueule. Vous ne pourrez pas encore une fois vous rappeler l'histoire tragique de ces Européens de confession juive qui ont été massacrés par le régime nazi. Bon, et Menjinski a payé le prix fort, avec la torture et la mort de son fils, la mort de... Enfin, non, sa femme est revenue. Ouais, sa femme est revenue. En fait, après, la cohabitation était difficile. Je pense que c'est trop d'épreuves, donc le couple s'est séparé. Voilà. Et donc, à propos de sa peinture, en tout cas, qu'on a regardé, parce qu'ils ont mis en ligne le catalogue de l'expo, enfin, ou en tout cas du fond, etc., magnifiquement fait. Alors on peut le consulter gratuitement, évidemment, sur le net, et je dois dire que autant, si vous voulez, ces portraits, ces fleurs, ces natures mortes, etc., sont un peu gavantes, autant ces paysages sont vraiment sublimes, quoi. Il y a une par la couleur, c'est quelque chose. Alors c'est curieux aussi parce que dans ces paysages, on dirait qu'il y a 2 factures. Il y a une facture assez forte, qui se balade entre du Soutine, du Cézanne. Voilà, c'est ça. J'ai un petit trou, et puis une autre facture qui est plus douce, mais quand même, c'est pas mièvre. Voilà, ça peut être doux sans être mièvre, pourquoi pas. Non, c'est très très intéressant de montrer, en tout cas, de pouvoir se rendre compte que
cette école de Paris, cette première école de Paris, à la de Beaurest, quoi, voyez-vous, et que c'est dommage que ce soit à ce point ignoré, à tel point que, si vous voulez, le seul musée de Paris qui pouvait présenter une collection cohérente de ces deux périodes de l'art à Paris soit si mal, comment dirais-je, encouragé par des subventions, des choses comme ça, quoi. Voilà. Parce que bon, c'est pas... Non, il y a une espèce de... Alors ça remonte, il faut dire aussi que, je ne sais pas si on en parlera dans une autre partie, mais ça remonte, si vous voulez, comment dirais-je, la perte de prestige de Paris comme place de l'art, comme place, la première place de l'art, c'est, si vous voulez, une manip de la CIA américaine qui a tout fait. Enfin, la CIA, c'est le bras armé de la politique américaine, et qui a tout fait pour déglinguer, si vous voulez, cette place de l'art à Paris, pour rapatrier tout ça aux États-Unis. Ils ont parfaitement réussi, si vous voulez, en imposant un artiste américain à la Biennale de Venise en 1950 et quelques, là, voilà. Et puis après, bon, en imposant des gens comme Pollock, etc. Et ça dure encore, hein, avec Basquiat, avec tous ces gens-là. Voilà. Et donc, cette première période de l'art à Paris, là, comment on l'appelle, la première... L'école de Paris, la première école de Paris. Et la suivante vont être, si vous voulez, mis au banc, au banc d'infamie. Merci la CIA. Ouais, ça, je voulais en reparler un petit peu après, ouais. Mais c'est bien qu'on le mentionne tout de suite. Il y a un doc qui existe, qu'on peut visionner sur Internet, qui a été fait par Arte, une étude de 3 ans, donc voilà, c'est quand même un documentaire riche, documenté, et il y a effectivement des anciens membres de la CIA qui témoignent de tout ça. Donc on n'est pas dans des histoires de complotisme, on est dans quelque chose de très réel. Hein. Surtout pas de la fiction. Ouais. Et en fait, je peux peut-être développer un petit peu maintenant. En fait, effectivement, c'est ils ont installé à Paris ce qu'ils ont appelé le Congrès pour la liberté de la culture. Donc c'est carrément son siège à Paris. Et là, ils ont mis de l'argent pour infiltrer la culture. Ils ont développé une revue. La revue en France, c'était la revue qui s'appelle Preuve, avec Raymond Aron qui était directeur de la publication, et où ils déglinguaient, par exemple, ils pouvaient déglinguer Sartre et Simone de Beauvoir quand ils allaient à Berlin voir une pièce de théâtre, où ils étaient vraiment foncièrement anticommunistes, donc en fait ils divulguaient toutes leurs idées à travers cette revue. Et il y avait aussi une revue similaire qui était en Allemagne, qui s'appelait Das Monat, qui avait les mêmes fonctions en fait. Oui, non, ouais. Mais tu peux pousser le bouchon. Non, mais alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont été manipulés. Alors la question, c'est est-ce qu'ils étaient conscients d'être manipulés par la CIA ou pas. Voilà, la réponse n'est pas certaine, parce qu'on parle d'artistes comme Pollock. Alors il y a le documentaire commence sur l'arrivée de Solzhenitsyn, qui vient d'être libéré, qui est accueilli chez Heinrich Böll. Et Heinrich Böll, effectivement, sera un des pivots de ce mouvement-là, quoi. Du mouvement piloté par la CIA, quoi. Voilà. Non, quand la politique se mêle... Alors, en ce moment, d'ailleurs, ça nous fait ricaner doucement, nous, quand on est dans la soupente, hein, pour préparer l'émission, des hurlements des Américains après Poutine, en disant « Ouais, il a manipulé les élections américaines ». Alors, les Américains, ils ont carrément, eux, truqué, manipulé, bidouillé la culture européenne à leur profit, etc. Je pense que c'est beaucoup plus grave que de perturber une élection américaine, surtout quand on voit les candidats. Voilà, ça ne concerne que les États-Unis, mais nous, ça nous concerne les manipulations des services secrets américains dans les années 50 pour décrédibiliser l'art français particulièrement, mais l'art européen d'une manière générale. C'est beaucoup plus grave de mon point de vue. Alors, leur cri d'orfraie là pour c'était soi-disant, mais possible aussi, hein, parce que Poutine, c'est vraiment pas un saint. Et puis on sait que les Russes, question manip, ils sont pas mal aussi. Mais bon, c'est vraiment un épiphénomène par rapport à la manipulation d'une ampleur
quasiment planétaire concernant la culture européenne, mais ils font ça partout, en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc., etc. Bref, voilà, c'est quand même autre chose que de leurs petites embrouilles là informatiques, voilà, via les services secrets d'un pays et les services secrets de l'autre, etc. On n'a rien à foutre. Bah effectivement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient toute la puissance économique, et pour devenir les maîtres du monde, il leur fallait aussi la culture. Oui, oui. Avec la collaboration, si vous voulez, là, qui n'était pas du tout innocente, des gens comme Aron, voilà, et puis pas que lui, il y avait des artistes de renom, on parle plus d'eux, on vous enterra les noms, mais bon, c'est pas la peine de balancer quand même à tout va. Mais voilà, c'est le résultat, c'est que Paris, c'est devenu un désert artistique. Et ça perdure encore maintenant, si bien je vous avais rappelé une anecdote qui était de Trompette de Saint-Cyr, là, qui est allé aux États-Unis et qui va régulièrement, évidemment, hein, voilà, et qui visitait un immense entrepôt d'œuvres d'art du monde entier, hein, d'une fondation. Et il y avait même, alors il dit, ouais, mais, alors il y avait des choses avec Allemagne, machin, etc., les noms des pays où étaient entreposées les œuvres des artistes de ces pays-là. Et il dit la France. Il n'y avait même pas, il n'y avait rien sur la France. Le mec qui gérait tout ça, il avait l'air étonné quand on lui pose la question, quoi. Non, rien sur la France. C'est quand même significatif qu'il y a une espèce de continuité, si vous voulez, dans l'ostracisme, quoi, de la part des États-Unis et de l'art français. Oui, alors que tu disais qu'avant, justement, les Américains venaient régulièrement, pendant l'été, faire leurs achats de peinture en France, quoi. Tout à fait, les galéristes et les collectionneurs, etc., etc. Traditionnellement, ils venaient l'été en France pour faire leurs achats. Et à partir du moment où, si la France a perdu sa position sur la scène artistique internationale, eh ben, ils sont plus venus, voilà. Ce qui fait que, bon, si vous voulez, pour un artiste français, c'est un peu difficile, quoi. Pour même ceux qui sont connus, ils sont connus dans l'Hexagone, quoi, voilà. Ouais. Et dans ce doc, ce qu'on voit également, c'est ce poète Pablo Neruda, justement, ce Chilien là, qui était proposé pour être prix Nobel, ce qui n'a pas du tout plu aux États-Unis. Et il y a eu toute une manipulation ils sont passés donc par la Suède et ils ont commencé à écrire des articles diffamatoires qui sont redescendus pour donner une image négative de Pablo Neruda. Ouais. Et il a été prix Nobel alors ? Je sais plus. Non plus, je m'en souviens pas. Enfin bon, peu importe. Non, peu importe pas. Mais bon, voilà, c'est pour simplement l'idée de la manipulation, c'est déjà assez répugnant comme ça. Voilà. Alors vous voyez, les services secrets d'un pays, mais ça c'est tous les pays, mais seulement tous les pays n'ont pas la puissance financière des États-Unis pour animer un service secret comme ça. Voilà, et ben ça commence, ça sent mauvais, quoi. On peut pas dire. Hein. Alors toutes les autres manipulations récentes, bon, on peut prendre ça avec quand même avec une certaine réserve, quoi, si vous voulez. Hein, bon. C'était le soir d'un 14 juillet. Quelques lampions qui tremblaient sur un fil faisaient briller solitaire et discret un petit bal au milieu de la ville. Ah, le petit bal où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'une inconnue. Ah, bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Je me souviens du patron sympathique qui discutait politique avec l'agent flegmatique et tous deux, un seul musicien paresseux et le vent léger qui faisait tes cheveux. Et quand le dernier lampion s'est éteint, un grand amour était né dans la ville. C'était le nôtre dansant au matin dans le petit bal devenu tranquille. Ah, le petit bal où je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'une inconnue. Ah, bleu ou bien vert,
tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Je me souviens du patron sympathique qui discutait politique avec l'agent flegmatique. Et pour nous deux, un seul musicien paresseux et le vent léger qui faisait voler tes cheveux. Bal, petit bal, je t'ai connu, souviens-toi, tu n'étais pour moi ce soir-là rien qu'une inconnue. Bleu ou bien vert, tes yeux lumineux sont si clairs, ils m'ont mis la tête à l'envers sur un air de fête. Ah mes amis, ce fut une belle noce. Le patron et ses 8 gosses étaient venus en carrosse. Et maintenant, nous voilà clients pour longtemps de ce petit bal où l'amour, un soir en dansant, nous a réunis pour toute la vie. Voilà, c'était Bal, Petit Bal, interprété par Francis Lemarque. Et vous allez avoir droit encore à 2 chansons de cette époque épique. Vous me direz, il y avait des chanteurs déjà engagés. Hein. On s'est dit que c'était peut-être l'occasion aussi de donner, de restituer un petit peu l'ambiance de cette époque disparue, hélas. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et là, un auditeur me précisait effectivement ce que j'ai oublié de dire par rapport au musée Manjinski, c'est que ce bâtiment a été fait par Robert Mallet-Stevens. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, j'ai oublié de le préciser. Non, un bâtiment vraiment extraordinaire quand on voit la verrière qui va faire 100 mètres carrés, je sais pas combien. non, mais les artistes à cette époque-là, ils avaient de quoi se payer des bâtiments comme ça. C'est ça qui est étonnant. Un mètre verrier, quand même, c'est pas, hein, c'est quand même pas, il n'avait pas les revenus de Picasso. Mais bon, il en reste quelque chose de vraiment intéressant du point de vue architectural. Ouais. Alors c'est vrai que le musée Manjinski était locataire de cet espace, donc il y a une propriétaire, parce que c'était un couple qui était propriétaire. Le monsieur est décédé, donc je crois qu'il reste que la femme, a espéré que ce bâtiment effectivement ne soit pas bradé après à des promoteurs ou à effectivement des milliardaires. Là, on peut cauchemarder, à mon avis. Ouais, ce serait vraiment dommage, quoi. Ouais. Donc moi j'avais envie de parler un petit peu des insoumis de l'art moderne dans les années 50, savoir un petit peu qui étaient ces fameux insoumis. Donc en fait cette exposition, c'était une exposition des peintres humanistes qui avaient pris Courbet pour idole, et donc ils ont une peinture Courbet pour idole, et cette peinture qui est faite quand même de chair, de terre, et donc toutes ces artistes qui bataillaient pour la figuration. Alors il y avait 2 tendances chez les jeunes artistes à cette époque-là. Il y avait une tendance donc plutôt minoritaire qui était tous ces artistes qui tendaient vers l'abstraction et qui exposaient au salon des réalités nouvelles. C'est le salon qui prolongeait celui de l'abstraction qui avait été créé en 1931. Et la majorité par contre des arrivés de province, eux, avaient envie plutôt de témoigner de leur temps et ont choisi de travailler sur la figuration et d'avoir une peinture humaniste. Alors tous ces peintres qui étaient adolescents avant la guerre, après la guerre en fait ils ont une fin de peinture, de création picturale. Fin F-A-I-M. Ouais, ils ont une fin de création picturale, ils ont envie de grands formats, et on verra que justement dans tous ces peintres, il y a eu des très grands formats qui ont été faits. Par exemple, il y a Lorjou qui a fait un tableau qui s'appelle La peste en Beauce, qui fait 7 mètres carrés. Hein. Oui. Donc tous ces artistes vont redécouvrir les maîtres anciens parce que le Louvre va réouvrir. Donc ils vont aller voir Chardin, Le Titien, Goya, Velázquez, Delacroix, et eux qui au départ étaient séduits par Picasso et Matisse, en fait vont les laisser un petit peu de côté. Et dans l'esprit de ces jeunes peintres, la peinture effectivement s'est arrêtée à Courbet et à son humanisme. Donc ces artistes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils remettent l'homme au centre de la peinture, et c'est le mouvement de la jeune peinture que d'aucuns aussi qualifié d'expressionnisme, mais d'expressionnisme à la française. Hein. C'est pas l'expressionnisme allemand qui est beaucoup plus coloré. Eux, ils mettent de la matière sur leur toile, ils ont un dessin fort, et par contre leur palette au départ est plutôt cantonnée à quelques couleurs. Il y a des noirs, il y a des ocres, il y a des gris.
Alors on a aussi qualifié cette peinture de misérabilis, c'est ce qu'on disait quand on parlait des premières toiles de Bernard Buffet, mais en fait ce terme de misérabilis, ce sont les abstraits qui l'ont employé. Il l'a employé à l'encontre de cette jeune peinture figurative. Ouais, voilà donc, et ce terme de misérabilis, par exemple Giono s'est insurgé contre ça, et aussi le critique Pierre Descartes qui défend effectivement la puissance des toiles de Robérol ou de Buffet. Donc ces peintres figuratifs sont largement soutenus par la critique et le public qui achètent leurs œuvres. Et ils vont même recevoir des prix, comme Buffet et Lorjou, qui vont être prix de la critique en 48. L'année suivante, c'est André Minot. Robérol est aussi remarqué avec son portrait de Simone Datte, et il passe devant Jean Messager. Et en 54, Lorjou est reconnu comme le meilleur peintre de son époque. Donc Lorjou, Buffet, Minot, Yvonne Mottès sont aussi exposés à l'extérieur, ils sont exposés au Japon. Et toute cette jeune peinture s'exporte. Elle s'exporte en Allemagne, à Varsovie, au Maroc, au Portugal. Et il y a deux critiques qui seront assez importants à cette époque, c'est Jean Bouret et Pierre Descartes qui vont s'investir dans la défense de ce mouvement figuratif. Alors Jean Bouret, lui, il a 35 ans et il va initier le manifeste de l'homme témoin, auquel vont participer Lorjou, Robérol, Yvonne Mottès. Et Pierre Descartes est à côté, à 25 ans, et lui fonde le salon des jeunes peintres. Et il va fédérer tout ce mouvement. Donc l'homme témoin devient un mouvement important. C'est quand même le cri de toute cette jeunesse toute cette jeunesse de l'époque. Et beaucoup parmi ces peintres vont habiter la Ruche. C'est là qu'ils se retrouvent. Donc cette jeune peinture, elle puise ses références effectivement dans ce qu'on peut appeler la grande peinture, et ils reviennent, ils mettent en valeur tout ce qui est métier, l'apprentissage du dessin. Ils ont un esprit de compagnonnage, un esprit aussi d'ouvrier. Ils peuvent être besogneux, comme dit Bernard Buffet. Il se pose pas de questions le matin, il arrive, il travaille, il se demande pas s'il va avoir de l'inspiration ou pas, quoi. Et donc ils seront environ 1 millier à travailler dans cet esprit-là. Après ce mouvement, c'est la nouvelle vague qui succède à la jeune peinture. Là, on est en 1956 et le groupe de La Ruche éclate. Et on arrive donc en 58 où Malraux prononce un discours au Festival de Cannes. Et là, il met fin à la peinture figurative, quoi. Non, mais c'est quand même... Et alors, Malraux, ministre de la Culture, vous voyez, dans un gouvernement de droite conservatrice, c'est-à-dire avec le père de Gaulle à la manœuvre, qui a demandé à Debré, qui était son Premier ministre, Michel Debré, Michou, la colère, il lui a demandé qu'il fallait qu'il taille un ministère de la Culture pour Malraux. Parce qu'il disait, ça va mettre un peu d'animation, un peu de flonflon dans ce gouvernement, quoi, dans ces choses-là. Et alors, alors que ces ponts, normalement, tu peux raconter l'histoire qui est à l'origine de ce ministère de la Culture Au départ, c'était un ministère de l'éducation populaire qui devait exister. C'était pas du tout un ministère de la culture. Et c'est Franck Lepage, dans ses conférences gesticulées, qui explique ça très bien et qui dit d'ailleurs que les ministères de la culture, il y en avait qu'en Allemagne et en Italie, dans les régimes fascistes. Voilà, tout à fait. Alors, le ministère de la Culture, ministère comme vient de l'expliquer Piquet-Coup, qui était issu du Conseil national de la résistance. Et c'était des communistes aussi qui étaient à l'initiative de ce projet, qui était complètement défiguré et transformé en ministère de la Culture, qui s'est déplacé complètement vers plutôt le libéralisme, etc., avec Malraux. Alors, on ricane un peu quand même, parce que Malraux, qui avait fait la guerre d'Espagne, qui avait fait la guerre en Chine du côté des communistes Mao Tse-tung, etc., qui a fait quand même des choses intéressantes, sans crier non plus trop notre admiration, parce que elle est tempérée par d'autres pétarades de Malraux qui sont moins brillantes. Voilà. Enfin, quand même, qui se retrouvent dans un gouvernement de droite pur et dur. Mais il n'y a que les mecs de gauche qui font des trucs comme ça. Je n'ai jamais vu un mec de droite devenir gauchiste. Mais par contre, des gauchistes devenir des conservateurs, ça c'est assez courant. Voir Debré récemment, voir Gesmar, voir Cohn-Bendit. Voilà, c'est la politique. Alors encore une fois, quand la politique se mène d'art, c'est-à-dire depuis Malraux, après on a eu droit à langue. Non, mais alors là, c'est autre chose. Quoique,
quoique le ministère de la Culture sous Mitterrand, il a doublé les crédits, etc., etc. Mais enfin, pour en faire quoi? Pour en faire l'Opéra de Paris, pour en faire des choses comme ça, bon, voilà. Et puis Lang, lui, qui aussi mettait son grain de sel dans la culture, il faut voir comment, avec tous ces affidés, là, tous ces gens qui lui pendaient au basque pour s'en foutre plein la gueule, un maximum en tout cas. Et l'art devenu institutionnel, on voit ce que ça donne. Voilà, et puis qui a failli quand même nous supprimer ce musée d'Orsay en voulant en faire aussi un hôtel. Un hôtel de luxe, hein, et manque de peau, c'est Tonton qui a dit stop, on arrête les frais. L'État s'est assez engagé pour Orsay, on continue. Hein. C'était donc Giscard d'Estaing qui avait initié le projet, hein. Un peu moins con que les projets de ses suiveurs. Voilà. Là aussi, c'est des contradictions ordinaires de la politique. Hein. Voilà. Un mec de droite, pour une fois, qui faisait une chose pas trop con, et un mec de gauche qui, par contre, a aligné les choses cons, pour parler d'un langage populaire, hein, parce qu'il y a d'autres mots pour qualifier ces espèces de saloperies, bref, toutes ces attaques contre la création, en tout cas, parce que la création, elle n'a pas besoin des institutions pour vivre. Ouais, enfin en tout cas, là on voit bien, avec toute cette petite histoire, toute la cohérence justement de ce à quoi on arrive avec la peinture abstraite après. Tout à fait, voilà. Si tu t'imagines, fillette, si tu t'imagines que ça va durer toujours la saison des A, la saison des A, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va durer toujours ce que tu te gourres, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleil et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche, la ride véloce, la pesante graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille les roses, roses de la vie, et que leurs pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, Allons, cueille, si tu le fais pas, ce que tu te gourres, fillette, ce que tu te gourres. Si tu t'imagines, Juliette Gréco. Oui, vous avez saisi la métaphore de cette chanson avec ce qu'on évoque ce matin avec ma camarade Piécou, c'est-à-dire l'école de Paris 1 et 2. Là, on est à la 2, hein, avec des gens comme Robert-Roll, Laure-Joux, Buffet, et puis des nanas dont j'ai pas tout, mais Piécou va... Elle, par contre, elle sait. C'est tout, c'est ici, là, c'est terrible. Je dis, ah ouais, non, c'est pénible, même à certains moments. Voilà, bon, il n'y a pas que, comme on le disait dans le petit billet qui est sur notre blog avant chaque émission, il n'y a pas que des connus, il y a aussi beaucoup de gens qui sont
totalement inconnus maintenant, comme le rappelait Piquécoux. Plus de 1000 artistes sont passés sous les fourches caudines de la 1 et de la 2 des écoles de Paris, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui sont maintenant complètement oubliés. D'ailleurs, les œuvres sont cotées d'une manière assez misérable. Voilà. Évidemment, il y a ceux qui sont maintenant connus, même reconnus, mais encore une fois, qui sont en voie de perdition, parce que Buffet, il a fallu attendre cette année l'année prochaine, l'année dernière, mais c'est prolongé cette année aussi pour qu'il y ait une rétrospective au musée d'art moderne. Voilà. Robert-Roll, il y a encore des sursauts, mais bon, j'ai l'impression que ça va pas durer longtemps. Et puis leur jour, alors complètement disparu du paysage artistique français, pour ne citer que les plus connus. Mais bon, voilà, c'est quand même assez terrible de voir à quel point, si vous voulez, l'art institutionnel passe à la moulinette, justement, des artistes qui n'avaient pas besoin de lui qui n'avaient pas besoin de ces subventions pour monter, pour être à la place, enfin à la première place, on peut le dire comme ça en tout cas, on est tous un peu ex-aequo, quoi, voilà. Mais encore une fois, sur le plan strictement hexagonal, quoi qu'il y a eu évidemment des gens comme Lorjou ont beaucoup été achetés par les États-Unis, des gens comme Buffet, c'était les Japonais. Je rappelle qu'il a quand même un musée au Japon. Et puis Lorjou, Robert-Roll, puis Robert-Roll, il était dans beaucoup de galeries prestigieuses, voilà. Et puis là, son espace Robert-Roll à Émoutier, voilà, sur l'initiative d'un maire un petit peu atypique, parce que c'est pas, surtout que c'est une petite ville, Émoutier, c'est pas non plus, je crois que c'est plus petit que Montreuil. Donc, vous voyez, bref. L'école de Paris, ça fait ringard d'en parler, je suppose, aujourd'hui, mais on n'en a rien à battre, parce que nous, c'est l'art en marge, en marge présentement, mais bon, il peut aussi revenir à la surface, un de ces quatre, quand on s'apercevra, si vous voulez, que ce qui se passe en ce moment en France, du point de vue artistique, c'est vraiment complètement ringardos, vous voyez, tous ces gens qui font des installations, et des tas de graviers et des télévisions brouillées, ça c'est la caricature, il n'y a pas que ça évidemment, mais enfin quand même grosso modo, parce qu'on peut pas se rattraper avec des gens comme Koons, avec des gens comme ça, voilà, voilà, vous citez encore une litanie de noms qu'on aborde ici, enfin bon. Mais l'art, si vous voulez, enfin l'art pictural encore une fois, ou l'art sculptural encore une fois, parce que on parle pas ici souvent de musique, ni de littérature, ni de poésie, mais bon, en tout cas pour ceux-là qui ont à un moment donné de l'histoire de l'art ont été des dominants, ils sont maintenant plutôt des soumis. Ils ne sont pas des insoumis. Nous savons bien plus l'histoire d'un soumis, parce que effectivement, l'insoumission, c'est pas forcément synonyme, si vous voulez, de travail, comment dirais-je, lèche-botte. Hein. Au contraire, voilà, c'était des gens qui se positionnaient l'insoumission, qui refusaient, si vous voulez, d'être justement soumis à des contraintes commerciales, des contraintes stylistiques, etc., etc. Voilà. Alors, il y a les grands, ceux qui sont connus, et les suiveurs, ceux qui sont inconnus. C'est pas des suiveurs des ex-aequo sur la ligne de départ. Hein. Faut pas oublier aussi des gens comme Soutine, évidemment, Modigliani, Papa, qui étaient aussi de la première école de Paris, qui étaient eux à la ruche. Voilà. C'est quand même pas rien, hein? Bon, que les merdouilles d'aujourd'hui, voilà. Alors, Piquécoux, on connaît un peu plus que moi sur les inconnus, sur les quoique... Non, on a regardé un petit peu ensemble, oui. Malheureusement que par l'intermédiaire du catalogue en ligne, ouais. qui est très très bien fait, parce qu'effectivement, après la partie un peu théorique dans laquelle j'ai puisé pour raconter un peu tout ce que j'ai raconté, il y a toutes les œuvres exposées, il y a beaucoup d'illustrations. Alors ça reste une illustration, ça remplace pas effectivement ce qu'on aurait pu voir sur le terrain, mais on peut quand même voir un petit peu la qualité de l'exposition qu'il y avait à travers, par exemple,
exemple, ce qu'on pouvait découvrir aussi, c'est que les œuvres exposées de Robérol ne correspondent pas du tout à ce qu'on connaît de Robérol. Absolument, oui. Non, c'est le Robérol primitif, si on peut dire, hein, qui était bon, figuratif, parce que le Robérol d'après, il reste quelque chose de la figuration. Enfin, il faut quand même chercher, quoi. Voilà. Jusque là, c'est vraiment un peintre figuratif, voilà. Ouais, on a vu, il y avait un paysage, il y avait des plants de tomates, enfin tout ça dans des tons justement peu de couleurs, assez sobres. Oui, tout à fait. Et après, il y en a un qui nous a bien. Alors moi, déjà, ce que j'avais aimé, c'était l'affiche de l'exposition avec ce portrait de femme. C'est le portrait de Claude et c'est un portrait de Costa Cara. Et ça donnait déjà envie, justement. Il y a une force qui émanait de ce portrait, des tons noirs, gris, et ça donnait envie effectivement d'aller à l'exposition. Absolument. Oui. Et dans cette veine-là, on a découvert ce peintre André Minot, qui a une peinture qui fait... nous, on dit que ça nous fait penser à Buffet parce qu'on a rencontré Buffet avant, mais en fait, effectivement, ils ont travaillé chacun ensemble. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit plus Buffet qu'un autre. Mais nous, on s'y retrouve par les tons, justement, les gris, les noirs, ce trait, ces cernes noires. Les sujets aussi, voilà. On dirait que Minot, c'est du pré-Buffet, quoi. Parce que Buffet a, si vous voulez, dépouillé complètement avec un trait pur, avec voilà, que si vous voulez, chez Minot reste quand même des traces de l'impressionnisme, de ce genre de période artistique. J'ose pas dire expressionniste. Par contre, Buffet, oui, c'est vraiment de l'expressionnisme. Voilà, dans le côté dur, dans le côté épure, dans le côté caricatural, grotesque aussi d'une certaine manière. Voilà. Et puis il y avait aussi des peintures de guerriers, voilà, qui sont aussi vraiment, voilà. Mais c'est pas. On peut comprendre à travers ce parcours des artistes des écoles de Paris, on peut comprendre pourquoi certains ont émergé vraiment et d'autres sont restés quand même un peu à côté. Voilà, parce qu'il y a incontestablement entre, par exemple, Minot et Buffet, il y a quand même un espace, voilà, assez. Je voudrais pas dire immense, mais enfin quand même, la peinture de Buffet, si vous voulez, c'est une peinture qui tout de suite, que vous visualisez, que vous mémorisez tout de suite. Alors que celle de Minot, elle est plus intimiste, elle est moins... ça fait moins propagande, si on peut dire ça comme ça. Enfin, moi, je suis un peu réservée, parce que je trouve qu'elle est aussi forte que celle de Buffet. Non, j'ai pas dit qu'elle était moins forte, j'ai dit qu'elle était moins lisible, si tu veux. Quand tu vois un Buffet, tout de suite, tu l'as dans la tête, quoi. Dans une exposition, tu vois un Minot, si tu sais pas... Si tu n'as pas t'es pas bien imprégné de son travail, tu te reconnaîtras difficilement, tu pourras difficilement désigner le Minot. Peut-être que Buffet, tu peux pas te tromper, quoi. Tu vois. Il y en a un autre qui s'appelle Daniel Thompson, qu'on a, je ne sais pas si tu te souviens, c'est justement, il y a une table aussi avec des verres, des assiettes qui peut faire penser à Buffet, mais alors là, je trouve que lui, il y a moins de puissance dans son trait, c'est beaucoup plus lissé. Oui, c'est vrai. Non, si tu veux, je veux pas dénigrer les uns par rapport aux autres, mais je veux comprendre et essayer de faire comprendre pourquoi les uns ont émergé, mais d'une manière assez éclatante, comme Buffet, comme Robérol, comme Lorjou, comme Papy, comme Papa, comme Pupu. Mais voilà. Et ça, il faut le comprendre, parce que pourquoi des artistes deviennent plus connus que d'autres, alors que leur travail est pas meilleur ou est pas plus novateur, etc. Quoique, pour novateur, si, quand même. C'est parce que je crois que le travail qu'on peut mémoriser tout de suite en voyant seulement un exemplaire, tu vois une œuvre de Buffet, ça y est, tu sais pour la vie ce que fait Buffet. Tu vois une œuvre de Robérol pareil, tu vois une œuvre de Lorjou pareil, mais c'est peintres comme Guerrier, comme Minot, comme d'autres, enfin comme cette femme-là que tu aimes bien, eh bien je pense que ils sont moins mémorisables que les peintres connus. Alors dans les femmes, il y avait Simone Datt qui était qui travaillait à La Ruche,
Et en fait, c'est là que j'ai compris que c'est la première femme de Paul Rebérol, en fait. Je n'avais pas fait le rapprochement. Et il y a Yvonne Mottet qui était la compagne de Lorjou. Et je trouve que dans le travail d'Yvonne Mottet, on retrouve aussi la palette de Lorjou. Voilà, alors, je pense qu'ils ils travaillaient ensemble. Je ne veux pas la mettre, elle, en arrière, parce que c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai qu'on sent, il y a beaucoup de ces empattements de jaune, de rouge. Donc, on retrouve un peu ça, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais ça, je crois qu'on peut, si vous voulez, d'une certaine manière, s'accrocher à cette idée parce que beaucoup de gens disent ouais machin, bon, je reconnais pas, je sais pas, il m'a dit, on s'explique pas, surtout, on s'explique pas le succès des uns par rapport aux autres, etc. Moi, je crois qu'il réside dans ce fait que si on visualise tout de suite et si on mémorise tout de suite le style d'un artiste, et ça, le style, c'est quelque chose de vraiment particulier, eh bien, voilà, on y fera plus souvent référence, parce que ce soit nos élites de la critique, ils sont comme nous, hein, ils sont pas plus malins que nous, voilà. Bon, ils en parlent peut-être mieux que nous, mais ils sont pas plus malins. Ouais. Bon, voilà. Donc, en fait, c'était probablement une très belle exposition. Nous, on essayait d'en rendre compte avec les moyens qu'on a. Sur le blog, j'ai mis en lien donc le site du musée Manjinski. J'espère que le site, lui, perdurera malgré la fermeture du musée, ce qui permet aux bénéficiaires, à ceux qui ont la chance d'avoir Internet, de pouvoir aller visualiser toutes ces œuvres. On s'est rencontrés par hasard ici, ailleurs, autre part, il se peut que tu t'en souviennes. Sans se connaître, on s'est aimé, même si ce n'est pas vrai, il faut croire à l'histoire ancienne. Je t'ai donné ce que j'avais, de quoi rêver, de quoi chanter, tu croyais sans ma bohème. Mais si tu pensais à 20 ans qu'on peut vivre de l'air du temps, ton point de vue n'est plus le même. Cette fameuse fin du mois qui, depuis qu'on est toi et moi, nous revient 7 fois par semaine. Et nos soirées sans cinéma et mon succès qui ne vient pas et notre pitance incertaine. Tu vois, je n'ai rien oublié de ce bilan triste à pleurer qui constate notre faillite. Il te reste encore de beaux jours, profites-en mon amour, les belles années passent vite. Et maintenant tu vas partir, tous les deux nous allons vieillir, chacun pour soi comme c'est triste. Et pour emporter le phono, je conserve le piano, je continue ma vie d'artiste. Un jour on ne sait trop pourquoi, un étranger, maladroit, lisant mon nom sur une affiche, te parlera de mes succès, mais un peu triste, toi qui sais, il lui dira que je m'en fiche. C'était Barbara qui interprétait Ma vie d'artiste et vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et c'est l'émission Arakaï qui continue son petit bonhomme de chemin. Alors maintenant on va passer donc à la dernière partie de l'émission qui sont les expositions à ne pas manquer. Alors en fait, on a retenu 2 expositions. On a fait un petit peu le ménage dans nos papiers. On a laissé de côté Buffet, Hervé Di Rosa, parce qu'on avait l'impression de radoter un petit peu. Donc là, on est allé voir l'exposition de Clément. Clément, c'est Schoenberg, c'est ce jeune graveur qu'on a reçu avant la fin de l'année dans notre émission, qui grave le bois avec tout ce qui lui tombe sous la main. Et il y a une très belle exposition de ses œuvres à Montreuil, au 9 rue Édouard Vaillant, dans un petit bistrot qui s'appelle le Berrichon. Donc c'est un bistrot qui a l'air très sympa. Nous, on est allé boire un café. Et là, effectivement, il y a pas mal d'œuvres de Clément qui sont exposées. Ouais. Non, tu veux pas rajouter quelque chose, non? Non, pour Clément, pour l'exposition qu'on a vue au bistrot de Montreuil, là. Non, ce que je peux dire, c'est que Clément nous a offert, c'est moi qui l'ai récupéré, une estampe de ses gravures, et que c'est tellement fort, si vous voulez, graphiquement, que c'est quasiment insupportable, quoi. Voilà. Ce que je veux dire, c'est là aussi, la force d'un artiste. J'ai des gravures originales
des estampes originales, qui m'apaisent. Quand je les regarde, je suis heureux et tout. Avec celle de Clément, ça me prend plein pot la tête, quoi. Je veux dire, j'ai été obligé de la décrocher du Simès, quoi, parce que je supportais pas. Si vous voulez, c'est pas une question de qualité de l'œuvre, elle est peut-être même trop forte pour moi, en tout cas. Voilà, tout ça pour dire que les œuvres sont pas du tout innocentes. Si vous voulez, les originaux, les gens qui font des choses très fortes. Je pense que Clément, son graphisme, si vous voulez, peut être comparable à ces artistes qu'on évoquait dans les écoles de Paris, voilà, qui sont connus. Voilà, c'est si vous voulez, si j'avais un Soutine chez moi, j'adore Soutine, mais je pense que je pourrais pas vivre avec. Voilà. Et quand dans ce bistrot, le Berrichon, j'irais bien y bouffer un jour. Eh bien, voilà, si vous voulez, ça prend tout l'espace, ça pompe tout l'oxygène, son travail. Voilà, pour dire que c'est vraiment un artiste costaud, quoi. Voilà. Ouais, donc c'est à Montreuil, c'est rue Édouard Vaillant, c'est la rue qui est au métro Croix de Chavaux. C'est très facile à trouver, donc c'est vraiment, si vous êtes dans le quartier, c'est l'occasion de passer et boire un café ou de déjeuner, parce que la carte a l'air pas mal et le patron plutôt sympa. Plutôt gentil. Mais je vous dis, si vous craquez pour une œuvre de Clément, elles sont tout à fait abordables, hein, eh bien, il faut que vous soyez costaud quand même, voilà. Si vous avez des faiblesses de psyché ou de choses comme ça, il vaut mieux vous en abstenir, de mon point de vue. Hein. Bon. Voilà, et la deuxième exposition qu'on a retenue, on avait reçu il y a quelques années déjà dans cette émission Philippe Roux, qui est graveur. Et c'est pareil, on avait rencontré son travail dans la rue des Cascades. Ouais. Et on avait adoré. Il était venu donc dans l'émission parler d'un petit bouquin qui venait de sortir, qui s'appelait Certitude mentale, un très beau petit livre où tout était fait à la main, un travail d'orfèvre, quoi. Oui, il a fait relier lui-même et tout ça, voilà. Et là, par contre, pas de souci je peux avoir un original de lui. Et j'espère que un jour quelqu'un va le faire. Et donc, on a eu de ces nouvelles. Donc, Philippe Roux participe à une exposition collective avec Olivier Besson, Pascal Boileau, Sylvain Salomovitz. Et l'exposition s'appelle À vos souhaits. Donc, c'est une exposition de gravure. C'est 30 ans de cartes de vœux. Donc là, c'est Cité Bonnier, c'est 17 rue Hélène Jakubowicz, dans le 20e arrondissement. C'est pas très, ça donne dans la rue de Bagnolet. Donc il y a un vernissage le 6 janvier à partir de 18h30. Et sinon, l'exposition sera ouverte tous les jours de 16h à 20h jusqu'au 15 janvier. Ah bah dis de tout ça, alors bon. On peut se faire le culturel de la semaine. Voilà, on fait le culturel de la semaine. Donc, un film qu'on avait vu un peu avant les vacances, c'était un film de Jean Rouch qui s'appelle Madame Lowe. L'eau et l'apostrophe AU. Ouais, et là, c'est un film qui date de 1992. Et donc, c'est trois Africains qui ont des problèmes donc d'irrigation de culture dans leur pays. À cause de l'avancée, si vous voulez, du désert. Voilà, ça se passe au Niger. Ouais, au Niger, voilà, il manque d'eau. Donc, ils vont partir en Hollande, voir comment fonctionnent les moulins et comment c'est possible d'importer chez eux ce schéma. Donc, ça va être toute cette histoire et c'est absolument fabuleux parce que il y a plein d'humour. C'est un film en noir et blanc. Et c'est prenant et on participe à toutes leurs aventures pendant, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie. Ouais. Non, mais comme toujours je suppose toujours chez Jean Rouch, il y a ce mélange évidemment documentaire de choses vraies, parce que c'est tourné sur les lieux bref, et en même temps on apprend, si vous voulez, énormément sur cette Afrique mythique un peu, voilà, qui vit quand même aujourd'hui. Hein, c'est plus du tout les Africains peinturlurés, emplumés avec les seins nus, etc., des documentaires colonialistes de notre enfance, mais c'est une Afrique ordinaire, vivante, quotidienne, voilà, où les gens essayent de résoudre des problèmes quasiment insurmontables pour un Européen, mais eux, ils ont un espèce de don pour faire quelque chose avec rien du tout. Voilà. Et donc ces moulins fonctionnent, on les voit qui construisent les moulins, et voilà, et l'eau va arriver. Avec l'aide d'un jeune ingénieur hollandais, spécialisé justement dans les moulins, qui vient avec eux, qui vient en Afrique, dans le Niger avec eux, et qui leur apprend à construire
Alors, c'est pas les moulins hollandais, mais c'est le principe du moulin, avec le bois local, etc., etc. C'est vraiment assez... C'est étonnant, quoi. En même temps, c'est une source inextinguible de joie simple. Voilà. Ça fait du bien. Dans ce monde de merde dans lequel on vit. Voilà, un petit peu d'air frais africain, ça fait du bien. Bon. Et puis aussi The Accountant de Gavin O'Connor, avec comme acteur principal Ben Affleck. C'est le comptable en français. C'est Monsieur Wolf en français. Oui, Monsieur Wolf, oui. Et c'est l'histoire d'un comptable. En fait, c'est l'histoire d'un autiste, voilà, qui devient comptable à travers des péripéties, etc., etc. On voit la période de l'enfance terrifiante parce que, si vous voulez, c'est son obsession, c'est de finir les choses. Et s'il ne peut pas finir quelque chose, que ce soit un jeu, là, c'était un puzzle. Alors, il fait un puzzle, il le retourne, on ne voit pas les images, il le fait à l'envers. Et il manque une pièce qui est tombée par terre. Et c'est sa petite sœur qui n'est pas dans un état psychique terrible non plus, qui lui trouve, et bon, il s'apaise comme ça. Enfin, c'est une famille de militaires. Le papa est militaire, il déménage environ 2 fois par an, quoi, ouais, c'est le genre de truc. La maman quitte le foyer conjugal, elle en a complètement marre parce qu'elle a 2 enfants avec des problèmes, des handicaps mentaux majeurs. Un petit garçon qui est lui tout à fait comme tout le monde, mais elle craque, elle s'en va. Alors donc c'est le papa qui hérite de l'éducation des 3 enfants. Et si vous voulez, au lieu de suivre une voie normale en pédiatrie adaptée aux autistes, etc., etc., lui, il dit non, moi je vais m'en occuper, comme un militaire peut s'occuper de ce genre de choses. Et donc, ces 2 garçons, parce que le petit frère qui est pas autiste, quoi, qui est tout à fait comme tout le monde, enfin, si on est tous tout à fait comme tout le monde, eh bien, il adore son grand frère autiste, etc., ils sont inséparables. Et donc, il les fait tous les 2, il leur file un professeur de close combat, de je sais pas quoi, et ce professeur va, si vous voulez, en quelque sorte, leur inculquer, si vous voulez, des techniques de défense pour qu'ils puissent pas être soumis aux rigolades, etc., etc. Voilà, bon, c'est comme ça que ça débute. Et puis après, je ne veux pas vous raconter le film, c'est pas inutile après de le voir, mais c'est mieux de le voir que de le raconter. Et c'est le parcours de cet autiste, une partie de sa vie, en tout cas. Et c'est assez fascinant comme réalisation. Voilà, c'est un thriller, évidemment, mais assez fascinant, qui doit durer 2 heures. Alors moi, j'hésitais, c'était mon Gremlins qui me l'avait recommandé. D'habitude, il ne me recommande pas des navets, mais là, j'avais un doute. Puis je m'y suis collé et je ne suis pas déçu du voyage. Voilà, c'est un peu dur, mais bon, et tous les autistes n'ont pas ce genre de vie, évidemment. Voilà, mais c'est un cas particulier, mais bien traité, je crois, en tout cas. Pour un film américain, c'est pas du grand spectacle, c'est pas du film hollywoodien pur jus. Voilà, et Ben Affleck, qui est un acteur remarquable, tient ce rôle avec beaucoup de compréhension, si vous voulez, du monde qu'il évoque. Voilà. Las tierras de España, las grandes, las olas desiertas llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie
muerte no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Paco Ibáñez à Galopar.